Anam Cara, The Witch and the Bitch. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anam Cara, le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Donc épisode 6 aujourd'hui, livres et magie. Oui. Donc on a pas mal de choses à dire. Gros sujet, comme la majorité de nos sujets, mais on est capable de faire des gros sujets avec pas grand-chose. C'est ça. Donc bienvenue Kim. Merci. Et c'est ça, on va parler de livres, on va parler de magie, on va parler de livres en magie et de livres qui traitent sur la magie. Ça fait le tour pas mal, oui. Ça fait le tour, hein? Donc, déjà, première question. C'est quoi les livres qui sont des romans, qui sont pas nécessairement des livres théoriques sur la magie, mais des livres qui, pour toi, t'ont touché, mais qui ont comme un petit feeling ou un petit background spirituel magique? Ben écoute, moi ça remonte à mon enfance, bien entendu, qui était un petit peu plus loin que la tienne. Légèrement. Mais je te dirais les deux livres qui sont dans mon top de livres qui m'ont marqué à vie, puis qui vont toujours me marquer, puis qu'à prime abord, il n'y aurait pas nécessairement l'air d'être des livres qui ont une certaine magie dedans. C'est bien entendu Le Petit Prince, Oui. mais principalement Jonathan Livingston, le Goéland, qui a un magnifique message là-dedans, Oui. de Richard Bach, qui est c'est très drôle parce que je fais une parenthèse entre les deux, là. Mais dans Le Petit Prince, un des personnages principaux, c'est un aviateur. Oui. Et Jonathan Livingston, le Goéland, l'auteur, Richard Bach, était un aviateur. Ah. Fun fact, comme Oui, ça. coïncidence, je ne crois I pas. think not. Fait que ça, je te dirais que c'est les deux livres dans ma vie qui m'ont le plus marqué à vie. Et oui, pour moi, bon, dans Le Petit Prince, c'est toute la magie de l'enfant intérieur, la confiance aussi, l'importance de la précarité des choses, l'importance de prendre du temps puis mettre de l'énergie sur quelque chose, par exemple, en l'occurrence, la rose. Quelque chose de précieux qui est éphémère, mais dont les récompenses et les énergies ou les souvenirs par rapport à ça sont ont pas de prix. Avec le renard aussi, c'est la confiance. Bref, il y a cette belle magie-là. Et dans Jonathan Livingston, le Goéland, on dirait que j'ai pas de mots pour le décrire à quel point c'est quelque chose d'immatériel. C'est une énergie de toujours vouloir aller plus haut, plus loin, de toucher le divin en soi, autour de soi et chez l'autre. C'est le namasté de la magie, je te dirais. Fait que ce livre-là, pour moi, c'est une petite plaquette de rien, super rapide à lire, mais d'une beauté, puis les messages sont absolument magnifiques. Jonathan Livingston, le Goéland, c'est à lire si vous l'avez jamais lu aussi. Oui, ben ça figure aussi dans mes livres que j'ai adoré, que j'ai lu en même pas une avant-midi. Là. Je pense on était ensemble en plus. Ouais. Là, je pense dans un chalet. Puis je l'avais lu pendant qu'on faisait autre chose. On était en pause ou peu importe. Je l'avais lu puis je suis sorti de la chambre puis j'étais comme oh my god, ce livre-là est vraiment, vraiment, vraiment bon. Je pense que c'est toi qui me l'avais prêté même à ce moment-là. Mais oui, c'est vraiment un très bon livre que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Puis il y a pas beaucoup de livres que j'ai lus puis que j'ai fait wow, ça m'a comme transformé. J'ai comme vécu un petit cheminement spirituel ou intérieur. Là. Mais ce qui est magnifique de ce livre-là, c'est que l'histoire est tellement simple. Je veux dire, on s'entend, là, c'est une histoire d'un goéland, Jonathan. Livingston, le goéland. Jonathan, le goéland, c'était manqué. Qui veut
voler toujours plus vite puis toujours plus haut, tandis que les autres autour de lui sont comme, on t'a juste à voler, bouffer, puis that's c'est pas important, tu sais, de te dépasser et tout ça. Puis c'est tout le petit voyage intérieur et la communication avec le pas bassement humain, mais le quotidien, tu sais, quand on espère à plus. Mais en même temps, c'est cette transformation-là dans ce petit goéland-là, Jonathan, puis je sais pas toi, mais moi, je le vois à chaque fois, le petit goéland, à chaque fois que je lis le livre, je vois le petit goéland, puis il est tellement attachant, puis puis tu fais le voyage avec lui, tu sais. Ouais. Et pour les gens qui sont intéressés ou qui sont peut-être moins ouverts à lire, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui aiment ça lire un livre, qui aiment plus l'écouter ou quoi que ce soit. Il y a un film et une bande sonore de Jonathan Livingston de Seagull. Dit-elle en anglais, c'est Neil Diamond qui a fait la musique. Wow. Ouais. C'est super beau. Wow, ok. Puis il y a une tune qui s'appelle Le Goéland. C'est une tune en français, une chanson, pardon, une tune. Une chanson en français qui s'appelle Le Goéland. Là, ma mémoire me fait défaut, là, mais c'est une magnifique chanson qui parle justement, je voudrais être un goéland, dépasser les murs du temps et tout ça. C'est très, très beau. C'est super touchant comme histoire. Ouais. Allez courir l'acheter en livre, parce qu'il y a des livres aussi, des versions de Jonathan Livingston Le Goéland qui sont magnifiquement illustrées. Pour les gens qui trippent oiseaux aussi, là, qui aiment la science des oiseaux, tout ça, ça vaut tellement la peine. Faites-vous ce cadeau-là. Voilà. C'est vendu. Fait que Richard Bach ou sa succession, vous pourrez m'envoyer le chèque à... On l'espère. Mais non, c'est ça, c'est un roman qui est pour le profane, si on peut dire, un bon livre qui est quand même simple, mais pour quelqu'un qui peut peut-être voir les couches sous-jacentes, si on peut dire, il y a vraiment un message vraiment plus profond que juste la première couche. Oui. Et c'est ça la beauté justement de ce livre, c'est autant pour enfants, c'est un petit livre facile à lire, écrit en gros sur une première version que j'ai lue, genre. Puis en même temps, il y a 42 000 autres niveaux, du débutant à l'initié profond et avancé et à d'autres niveaux. C'est tellement bon. Je vais arrêter de le dire, mais c'est vraiment ma médaille d'or, certifiée or et doublée d'or. Oui, tout à fait. Un autre livre qui m'a marqué, puis qui a aussi plusieurs niveaux, puis je pense que c'est le roi du plusieurs niveaux, là, Paulo Coelho. L'Alchimiste. Ouais. Quel bon livre. Ouais. C'est vraiment un très très bon livre qui, encore une fois, a tellement de couches, puis tellement de messages sous-jacents. Ouais. C'est un autre livre que je recommande fortement. C'est juste le titre est déjà évocateur. L'histoire en tant que telle, tout au long du roman, est super intéressante à lire. C'est pas quelque chose que tu fais, voyons, le chapitre finit-tu, ça va de soi. Les chapitres se suivent, se succèdent et c'est facile. Je dis pas que c'est facile à vivre, mais c'est facile à lire. On se laisse emporter là-dedans. Paulo Coelho a ça comme que je trouve, moi j'ai lu plusieurs de ses romans, ça fait très longtemps. Parce que ça, Manny a eu comme, il était super populaire. Tout le monde lisait Paulo Coelho, là. Pas nécessairement tout au même niveau, mais au même degré, mais bon. Tu sais, des livres comme Véronica décide de mourir, ou des livres comme L'Archer, ou même, si je me trompe pas, là, je te parlais de ça tout à l'heure, les Valkyries. Si je me souviens bien, là, vous me corrigerez si j'ai tort dans les commentaires, mais si je me souviens bien, ce livre-là raconte un peu l'histoire de Paulo Coelho puis sa femme quand il écrivait L'Alchimiste. Fait que, il y a comme un lien entre la fiction et la réalité, si on veut. Fait que ça, c'est très intéressant. Mais oui, Paulo Coelho a plein de niveaux aussi, puis il est très, je trouve, initiatique dans ses romans. C'est ça, Audrey, que quand tu lis son livre, je prends l'exemple de L'Alchimiste, tu évolues aussi en même temps que le personnage. Exactement. Justement, dans l'évolution de son personnage, tu
te mets à la place du personnage, puis on dirait c'est toi qui évolue aussi Ouais. en même temps. Tu t'identifies initialement au personnage dès que tu commences à lire. C'est ça. Ouais. Puis c'est ça, ce cheminement intérieur que le personnage vit, ben tu le vis toi aussi parce que tu te poses les mêmes questions que lui se pose. Ouais. Puis tu te dis, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là? C'est ça qui est intéressant aussi dans ces livres-là. Un autre livre qui est un peu comme ça, que le personnage principal chemine dans un chemin, puis qu'il apprend des leçons puis des enseignements, La prophétie des ombres. Oui. C'est un livre où que justement on chemine. Au début, on a un petit peu de la misère, mais à un moment donné, quand on commence à aller au Pérou, ben là, on voit qu'il y a beaucoup d'enseignements qui sont intéressants à apprendre et à appliquer aussi. Ouais. Ouais. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que tranche de vie, là, moi tu connais ma mère, Oui. on l'aime d'amour, ma mère. Oui. J'ai eu la chance d'avoir une mère et un beau-père qui m'ont initié à plein de musique, littérature, culture artistique tellement extraordinaire. On rentrera pas dans la musique parce que ça c'est un podcast à part qui risque de durer une journée complète. Oh là. Mais tu sais, comme Le Petit Prince ou Jonathan Livingston de Goéland, La prophétie des âmes, c'est toutes des Paulo Coelho, c'est tous des romans, livres que ma mère, mon beau-père m'ont inculqué, si on veut. Là. Puis La prophétie des âmes, c'est ma mère qui m'avait dit de le lire, puis je l'ai lu à mon adolescence. Puis ça va avoir l'air drôle là, ce que je dis là, mais c'est tellement un bon livre, puis tu entres tellement dans une concentration puis à un autre niveau quand tu lis ce livre-là que je me souviens de rien de ce livre-là. Puis en même temps, j'ai le souvenir que c'est un bon livre, puis je l'ai racheté il y a pas longtemps parce que le livre était à ma mère, j'y ai laissé. Mais je l'ai racheté il y a pas longtemps, puis j'ai le besoin et envie de le relire parce que j'ai un bon feeling par rapport au livre, mais je me souviens de rien. C'est fascinant. Ouais. C'est fascinant quand un livre te fait ça. Tu fais, voyons, je l'ai lu ce livre-là. Je me souviens pas, mais je me souviens que c'est bon. Ben, c'est ça. Puis, on dirait, plus qu'on lit, plus qu'on va chercher des détails qui nous vont moins accrocher. Selon aussi, je pense, du degré d'évolution, si je peux dire, ce qu'on est, ou dans le moment où qu'on est présentement. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vont plus capter notre attention que les dernières fois qu'on l'a lu. Exactement. Ouais. Fait qu'un autre livre qui est très qui traite pas nécessairement de magie, mais qui est très magique et très spirituel. Oui, puis très cheminement intérieur. Exact. Puis le son de la vie, ultimement. Ouais. Et je pense que ça, c'est notre top 3-4 de livres qui nous ont marqué comme d'une manière indélébile. Ouais, exactement. Qui tombent pas dans une catégorie ou dans une autre, mais bien cheminement personnel, puis comme on dit en anglais, coming of age. Coming of age, oui. Puis personal growth. Mais ouais. Oui, notre croissance personnelle, je pense que ces livres-là, ça vaut la peine. Ouais. Ne serait-ce que juste pour vous faire poser des questions, puis vous questionner sur votre vie présentement. Ouais. Très bon livre. Exact. Il y a d'autres auteurs qui écrivent des romans, des livres, mais avec justement des touches un peu plus magiques. Ouais. Là, on pense tout de suite à Harry Potter. C'est clair, moi il est dans ma liste. Harry Potter, je peux pas passer à côté de ça quand on parle de livres de magie. Ben c'est ça, ultimement, c'est pas des livres qui font réfléchir, c'est pas des livres mais qui vous transportent dans un univers, qui va vous c'est ça, qui vous transporte dans un univers qui font décrocher l'espace d'un instant, qui peut avoir ou pas des éléments réels de magie. Mm-hmm. C'est sûr qu'ils prennent leur inspiration quelque part puis ils le modulent pour que ça soit plus romancé. C'est un roman. Exact. Donc c'est ça. Là, on pense à la saga Harry Potter. On peut penser à Neil Gaiman aussi qui fait des livres vraiment bien intéressants. Ouais. On pense à par exemple American Gods, on pense à The Sandman, on pense à d'autres livres qu'il a fait.
celui avec le marteau, les Norse, là. C'est God, celui-là. Moi, je mélange les couvertures avec les titres, là. Ben, je sais qu'il a fait aussi la mythologie nordique. C'est ça. Il a pas fait de la grecque aussi? Je sais plus. Il y en a tellement fait, ça vaut la peine d'explorer sa bibliographie, là, honnêtement. Oui, puis c'est intéressant comment qu'il amène les choses. Pour avoir vu, par exemple, la série de Sandman, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Je sais que... Je fais une parenthèse, excuse-moi, sur The Sandman avant qu'on aille sur un autre titre, là. Ce que je trouve absolument fascinant dans la série de Sandman, bon, c'est sûr que moi, j'ai pas lu les livres romans, là. J'ai vu la série parce que dans ma tête de fille qui pense à trop de choses, c'était un comic strip, c'était des comics. Ouais, ben, oui, c'est ça. On les a à la maison, puis c'est vraiment intéressant. Mais j'ai appris par la suite parce que je me suis intéressée à Ouais. qu'il y avait des romans et il y a la série qui est arrivée. Fait puis ça m'a pris du temps avant de la regarder. Je me souviens que toi puis David, vous m'aviez dit ça vaut la peine, David, qui était comme ça vaut la peine, ça vaut la peine. Oui. Puis ben, je suis tout à fait reconnaissante qu'on ait insisté à ce que je la regarde parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis il y a toute la part très fantaisiste, mais très aussi du monde du rêve. Tu sais, il y a quelque chose de mystique et magique là-dedans que j'ai beaucoup aimé le rituel de début, puis j'ai beaucoup aimé ça au niveau symbolique, puis l'imagerie, l'esthétique visuelle est absolument extraordinaire. Puis je suis persuadée que dans les livres que j'ai pas lus, mais je suis persuadée que dans les livres, l'esthétique est là pour que ce soit traduit de cette façon-là. Du côté visuel, je suis sûre que c'était là. Dans les livres. C'est vrai, Neil Gaiman a aussi fait Good Omens, qui est vraiment excellent. Je vous le recommande. La série qui est excellente avec David Tennant. Avec David Tennant puis Michael Sheen. Qui sont excellents. Leur chimie ensemble est hallucinante. J'adore. Puis les livres sont extraordinaires aussi. Donc, Neil Gaiman. Oui. Si tu permets, j'aimerais ça refaire un petit retour sur Harry Potter. Yep. Je vais essayer d'être rapide, là, parce que je pourrais en parler longtemps, Harry Potter. Ça pourrait être un podcast juste à Harry Potter. Mais je voulais revenir sur le fait que effectivement, tu sais, c'est très magique, là. On s'entend, c'est l'école de magie. Mais ceci dit, ce que je trouve intéressant de Harry Potter, c'est que c'est à la base, quand l'auteur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'auteur, on en parlait tantôt aussi avant le podcast, Yannick et moi, on peut ne pas aimer l'auteur puis ce que la personne fait au quotidien, mais ça fait pas de son œuvre une C'est ça, il faut séparer l'artiste et l'œuvre. Exactement. Fait que je sépare ça mais j'y vais du côté parapsychologique ou parapédagogique ou whatever. C'est qu'à la base, le public cible de Harry Potter, c'est les enfants. Et si on le prend du côté psychologique, au niveau de l'enfant, il y a des enfants qui ont commencé à l'âge, entre guillemets, normal pour lire ce livre-là, genre 8 ans et plus, je sais plus c'est quoi l'âge qui était sur les livres. Bon, moi, j'avais pas 8 ans quand je l'ai lu, de toute évidence. Mais c'est que ces enfants-là ont aussi grandi avec les romans qui sont sortis. Hein. Puis ils ont suivi l'évolution de Harry Potter. Et du côté psychologique, toute l'histoire de Harry Potter, les 7 romans, si je ne m'abuse, bref, toute cette saga-là, a aussi quelque chose de, entre guillemets, initiatique, mais en même temps très psychologique au niveau des différents sujets comme l'amitié, le bullying, la violence ou l'acceptation des autres, les différences. C'est Luna Lovegood n'est pas pareil que les autres, tu sais, affronter ce qui nous fait peur versus fermer les yeux là-dessus. Aussi même, par exemple, la relation avec la mort, puis les exactement. Ouais. Fait que, tu sais, il y a quelque chose, oui, il y a un premier degré qui va plaire aux enfants, mais combien de d'adolescents, adultes, jeunes adultes et même personnes plus âgées ont vu / lu Harry Potter puis ont aimé ça. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que même quelque chose qui a l'air anodin et juste enfant comme Harry Potter peut avoir un effet plus profond ou 2e, 3e degré. Là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, dans les livres de ce genre, ben
il y a des rayons et des rayons et des rayons dans toutes les librairies de Ouais. ce genre de livre-là, parce que je pense que c'est ça que les gens ont besoin des fois de s'évader, Ouais. mais aussi d'avoir des messages par rapport à ça pour faire évoluer, puis Exact. pour éduquer aussi des fois. Il y a des livres, par exemple, comme la série Sorcière ou C'était dans ma liste aussi de Kate Tiernan, qui était une de mes séries préférées. En anglais, c'est Sweep ou Wicca, mais en français, il l'avait traduit par Sorcière. Je sais pas si sont encore toutes disponibles. Sont difficiles à trouver en anglais. Moi, je les veux en gros volume. Là. Tu sais, ce que j'ai entre les mains présentement, là, c'est le volume 1, mais il y a 3 livres dedans. Okay. Volume 2, je pense qu'il y a 3 livres aussi. Volume 3, 3 livres. Volume 4, 3 livres. Puis volume 5, 2 livres, je pense. En tout cas, bref. Ça me fait. Elle en a fait. Oh, oui, c'est clair. La première fois que j'ai commencé à lire ça, j'avais commandé le premier. J'étais même pas rendue à la fin du premier, j'avais déjà commandé le deuxième, le troisième. J'étais même pas rendue au troisième que j'avais commandé le quatrième, cinquième. Tu sais, je les commandais, oui, bien sûr, tapez-moi sur les doigts, sur Amazon, mais quand les livres sont en spécial sur Amazon, t'en profites. Ce qui est intéressant de cette série-là, des livres sorcières de Kate Tiernan, c'est que c'est tissé, je dirais pas mal de A à Z de magie. Maintenant, je fais un bémol. Parce que autant que, en tant que roman, on s'entend, hein? C'est un roman. Il y a beaucoup de choses qui sont basées sur des vrais actes magiques, mais qui sont pas complets dans les romans. Fait que, commencez pas à prendre ces livres-là comme des livres de magie, des guides de comment faire tel rituel. Ok, non, c'est ça. Dis, là. Parce qu'on a vu que leur livre de référence, c'était Sorcière, le roman. Oui, j'ai géré des gens qui sont venus à la boutique qui avaient lu le roman, puis il y a un rituel, je pense, si je me rappelle bien, dans le premier livre, un rituel pour Samhain, qui est pas expliqué de A à Z dans le livre, mais les gens ils ont fait comme dans le livre, puis il y a plein d'étapes qui ont été manquées, puis là, ben, il y avait plein de cochonneries qui couraient après eux autres. Fait que, bref, excellent livre, très divertissant, très bon roman, si vous voulez être plongé dans la magie de A à Z. Avec, bien sûr, c'est des ados, hein, des jeunes adultes, jeunes adultes qui sont dans ces livres-là. Il y a des adultes aussi, là, mais principalement, c'est des ados, jeunes adultes qui sont les personnages principaux. Okay. Good. Excellent. Ça se lit vraiment bien. Puis ce qui est intéressant, dernière petite chose par rapport à ça, c'est que oui, il y a des trucs dans le... Puis normalement, moi, j'aime pas ça, les flashbacks, là. Ouais. J'haïs ça la majorité du temps dans les films, ça me pue au nez. Et puis pourtant, des fois, j'aime ça, mais dans les romans, ces romans-là sont vraiment intéressants parce que on va apprendre le background, on va apprendre le foreground, en tout cas, bref. Je trouve que c'est bien écrit, puis je lève mon chapeau à Kate Tiernan parce que ça faisait longtemps quand j'ai lu les livres sorcières, ou Sweep en anglais, que j'avais pas été aussi prise par des romans comme ça, sur la magie du monde. Good. Certaines personnes, leur série de romans préférés, c'est les Harry Potter. Ouais. Pour moi, j'avoue, j'ai grandi avec les Percy Jackson. Ouais. C'est pour moi la série de livres, les Percy Jackson, les Héros de l'Olympe, les Travaux d'Apollon qui suivent, et tout ce qui suit. Si on aime aussi la mythologie nordique, il y a les Magnus Chase. Sinon, il y a aussi les Chroniques de Kane ou les Kane Chronicles avec la mythologie un petit peu plus égyptienne. Ouais. Au départ, Rick Riordan, l'auteur, a commencé... En fait, le premier Percy Jackson a commencé avec... c'était l'histoire pour son fils. Une histoire de lit, en fait. Ce qui racontait une histoire pour que son fils s'endormait. Et c'est finalement devenu le premier livre. Ah, c'est intéressant. Et qui est devenu un succès mondial. Assez pour qu'il y ait eu une franchise de films qui était moyennement bien, si je peux dire, et que maintenant avec le support de Disney Plus, en fait, il a fait une série qui est quand même assez fidèle au livre. J'ai vraiment beaucoup aimé la série, mais les livres sont fantastiques. Ouais. Si on aime vraiment la mythologie grecque. Moi, depuis que je suis tout petit, la mythologie grecque, j'en mange, puis c'est ça, là. Fait que, ouais, les Percy Jackson, c'est vraiment ma série de livres, de romans
un peu plus fantastiques préférés, je pense, de tous les temps. Nice. Puis comme quand que je sais qu'il y a un nouveau livre, je suis comme, je m'en fous. J'ai bientôt 30 ans, mais je veux ces livres-là, puis je m'en vais quand même dans la section genre roman jeunesse ou comme lecture avancée. Puis je suis comme, je suis bien ici là Ouais. pour mes Percy Jackson. Non, mais moi, là, je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens que, pour moi, l'âge n'a pas d'importance. Harry Potter, comme je disais tout à l'heure, c'est des livres qui ont été écrits à la base pour les enfants, mais qui ont touché plein de publics. Percy Jackson a été écrit techniquement pour des Début adolescents, jeunes adultes. Là. Les YA, comme on appelle, là, les Young Adults, la section YA dans les librairies, c'est très populaire. Il y a du bon puis il y a du moins bon là, dans ça, mais je peux te croire quand tu dis que Percy Jackson, moi je les ai pas lus, mais tu m'en as parlé maintes et maintes fois, puis je suis toujours fascinée. Quand tu m'en parles, je suis comme, oui, ok. Puis on s'entend que la mythologie grecque, moi aussi, je tripe là-dessus. Là. Fait que tu sais, oui, ne levez pas nécessairement le nez sur les livres qui sont techniquement pour les jeunes adultes ou les enfants, parce que vous allez peut-être trouver des trésors, puis je fais, si tu me permets, une tangente vers une autre série de livres que j'ai adoré. Je sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais dire avant. Non, pour ça. Chacun son tour. Chacun son tour. C'est une auteure que j'ai découvert il y a quelques années, qui a fait plusieurs romans. Ces romans, ils ont toujours une petite ficelle magique ou d'une autre dimension, d'un autre monde. Mais la série, moi, que j'ai adorée, l'auteur, je vous le dis, c'est Victoria Schwab ou V.E. Schwab, c'est Victoria quelque chose Schwab. Là. Elle écrit sous les deux noms. Là. Puis des fois, son livre est classé comme si c'était Victoria Schwab et V.E. Schwab. Je suis comme, c'est la même personne, je pense, à moins que je sois dans le champ, mais non. Bref, pour l'instant, de cette série-là, il y a 3 romans. Il y a, excusez-moi encore une fois, c'est en anglais. Je ne sais pas s'ils ont été traduits en français. Mais le premier roman se passe en Écosse, si je ne m'abuse. Ça s'appelle City of Ghosts. Après ça, ça se passe en France, à Paris, avec le Tour Eiffel. C'est Tunnel of Bones. Et le troisième se passe en Nouvelle-Orléans. Et c'est Bridge of Souls. Et en gros, l'histoire de ça, c'est la personnage principale, je pense qu'elle a entre 12 et 14 ans, tout dépendant de quel vous lisez. Et c'est quelqu'un qui voyage entre les dimensions, peut aller, est comme psychopathe, si on veut. Fait elle peut s'en aller dans le monde des morts ou des esprits et tout ça. C'est super intéressant. On s'entend que Tunnel of Bones, le deuxième roman, ça se passe à Paris. On va peut-être être des catacombes. J'imagine. Hyper intéressant, ça se lit super bien. C'est vraiment bien écrit dans le sens qu'elle nous amène vraiment dans ces univers-là. En tout cas, moi, j'ai trippé au bout, puis comme toi, quand le troisième est sorti, je l'ai pris commandé pour être sûr de l'avoir quand il était sorti, puis je l'ai lu en, je pense, 2 jours même pas. Fait que voilà, pour ça c'était mon autre batch de livres de magie. Roman, en fait. De romans. Il y a aussi les romans de Oscar Wilde, qui était une figure quand même marquante de son époque, qui a écrit des livres comme The Picture of Dorian Gray. Oui. Qui a quand même beaucoup d'éléments ésotériques dans ses écrits, parce qu'il était franc-maçon. C'est vrai, j'avais oublié ça. Il faisait partie de certains cercles ésotériques et mystiques, si on peut dire. Donc, il a incorporé ça beaucoup dans ses écrits aussi. Pas mal ça pour les romans. C'est sûr qu'il y en a tellement plein. Moi, j'en ai d'autres, si tu me permets. Ben, lâche-toi là. Je vais passer rapidement parce que je les ai pas lus en tant que roman, mais j'ai vu le film puis la série télé, puis c'est une de mes séries télé préférées. Si vous écoutez le podcast sur les films, c'est toute la série de Shadowhunters. Oui. City of Bones, puis bon, ça rappelle l'autre, là, mais les Mortal Instruments, puis tout ça, là. Cassandra Clare, je pense qu'elle s'appelle, l'auteur. Excusez-moi, j'ai pas fait mes recherches pour ça parce que je viens d'y passer.
Mais bref, Shadowhunter, c'est très, il y a un côté très, très, très magique. Ça travaille avec des runes qui sont juste des runes de Les sorcières que anges, les des, démons, tout ça. exactement, anges et démons. Fait, et j'avais commencé à lire le premier roman. Puis il y a plein d'autres choses, plein d'autres livres qui sont arrivés, fait que j'ai pas poursuivi. Mais je sais qu'il y a comme un culte derrière les livres de Cassandra pour toute la série Shadowhunter et tout ça. Ensuite de ça, pour les gens qui ont écouté le podcast sur les films et tout ça, vous savez qu'un de mes films préférés, c'est Practical Magic. Je sais pas s'il y en a, probablement qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui saviez, mais il y a une série de romans qui sont à l'origine de ça. Il y en a 4, entre autres, moi, que j'ai relevés, là. Il y a le livre, je vais dire les bons titres, Magic Lessons, The Rules of Magic. Encore une fois, je m'excuse, c'est en anglais. Donc, le volume 1, c'est Magic Lessons. Volume 2, The Rules of Magic. Volume 3, c'est Practical Magic. Et volume 4, c'est The Book of Magic. Le livre 1, c'est, pour les gens qui connaissent le film Practical Magic, le livre 1, c'est sur Maria, la mère, qu'on voit au début. Le livre 2, qui est The Rules of Magic, c'est les deux tantes. L'histoire. Puis je vous vole pas le punch, mais je vous le dis quand même. Il y a 2 tantes, mais il y a un oncle aussi, parce que les 2 tantes ont un frère. Et dans The Rules of Magic, on apprend à connaître ce personnage-là, qui est gay d'abord. Pas d'abord, mais gay, entre autres. Et c'est très intéressant pour justement ce côté inclusif, oui. Excusez aujourd'hui les mots, là. Donc, c'est ça. Fait que The Rules of Magic, le volume 2, c'est les tantes. Le volume 3, c'est Practical Magic, avec Sandra Bullock puis Nicole Kidman. Oui, tout à fait. Avec Sally puis Lillian. Et le livre 4, ben, c'est la suite de Practical Magic, si on veut. Ah, nice. Fait que je l'ai pas lu le livre 4 parce qu'il est sorti il y a pas longtemps ou il va sortir. Bref, j'ai bien hâte de le lire. C'est dans ma liste à lire. Et l'autre série de livres, c'est le All Souls Trilogy de Deborah Harkness qui a écrit A Discovery of Witches, qui est sorti en série télé. Moi, j'ai lu le premier roman de A Discovery of Witches. Le deuxième, c'est Shadow of Night. Puis le troisième, c'est The Book of Life, que j'ai pas lu encore. Mais j'ai lu Discovery of Witches, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis c'est drôle parce que j'ai préféré la série. On dirait que la série a enlevé toutes la dentelle puis le trop des romans. Je sais pas, là, je vais me faire trucider peut-être pour les gens qui trippent sur cette série-là, mais je suis pas certaine que 3 romans, comme je dis, j'ai pas lu le 2 puis le 3, fait que je devrais arrêter ma phrase là, mais mettons que ce que j'ai lu du premier roman puis vu dans la série, la série, je trouve qu'elle se débrouille très bien avec ce qu'elle a gardé du premier roman. Fait que ça, c'est comme mes romans de fiction. Roman. Ah, pour les gens qui se demandent, le Practical Magic, l'auteur, c'est Alice Hoffman. Hoffman. Fait que si vous êtes intéressé, ben, allez-y. Comme à l'habitude, on va mettre les références des livres qu'on parle dans les informations. Puis, exact. J'ai une question pour toi, Kim. Oui. C'est quoi ton premier roman, ton premier livre de magie, en fait? De théorie sur la magie. De théorie, ok. Ou la sorcellerie, ou... Oh God, ça fait tellement longtemps. Je suis tombée par hasard sur un livre qui s'appelait, il était bleu, écrit en blanc argenté, qui s'appelait Sortilège. Ouais. Encore des sortilèges? Ça se peut. Il est fermé avec une petite boucle. Oui. Puis, je suis tombée sur ce livre-là. Ça fait super. Je pense qu'il venait de sortir, ou en tout cas, bref. Puis j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est pas le meilleur livre, là, mais La sorcière en moi, qui existe depuis tout le temps, là, a fait comme, attends un peu, là. Ça existe, ça? Fait que je te dirais que ça a été la prémisse, mais le premier livre que j'ai consciemment acheté et consommé et
et su ce que je lisais, c'est le Grand Livre de la magie, puis en même temps, parce que j'ai acheté les deux en même temps, Wicca de Scott Cunningham. OK. Ben, tu me jettes comme un peu à terre parce que mon premier livre de magie a été Encore des sortilèges. Arrête. Le livre que tu me parles présentement. Couverture bleu ciel, écriture en argenté qui se ferme avec une petite boucle. C'est mon premier livre que j'ai lu en magie. Coïncidence, je ne crois pas. Écoute, on n'était pas dû, pas tout. Ben, voyons donc. En fait, ce livre-là est arrivé dans ma vie, si on peut dire. Ma sœur est allée au salon du livre avec son école. Puis ma sœur est aucunement intéressée à la magie, puis à la sorcellerie, tout ça, mais je sais pas pourquoi elle a acheté ce livre-là. Puis elle l'a rapporté, puis j'ai fait « Oh my God! Je veux ce livre-là! » Puis, petite histoire courte, ma sœur avait plus de livres parce qu'elle était un peu plus vieille que moi, 2 ans plus vieille, fait qu'elle avait accès à plus de livres que moi. Puis elle avait des anglais encyclopédie, puis elle recevait plus de livres que moi. Je comprends pas pourquoi encore aujourd'hui. Puis elle faisait comme une petite bibliothèque, ce que moi j'empruntais ses livres. Puis c'est ça, puis c'est le livre que j'ai le plus emprunté. Puis je l'ai encore aujourd'hui, puis des fois je le revois juste par nostalgie, puis ouais, ça a été le premier livre que j'ai lu sur la magie, quand même assez tôt dans ma vie. Puis après, comme toi, j'ai eu un livre de magie consciemment acheté, que c'est ça que je veux lire. Je pense que ça a été le manuel de la sorcière. Ah, la couverture rigide. La couverture rigide, ouais. Je vais dire le nom. En français, c'est ça qui est intéressant, parce que beaucoup de livres sont en anglais. La chose intéressante, Scott Cunningham, une bonne partie de ses livres ont été traduits en français. Ouais. Fait que c'est sûr que lui, il y a beaucoup de traditions wiccanes, Mm-hmm. mais quand même, pour une base, c'est excellent. Ben, c'est ça, il y a l'édition en France, Alliance Magique, qui traduisent beaucoup de livres anglophones, des grands classiques comme Papus, en français pour la communauté francophone. Nice. Donc, chapeau pour eux. Ouais. Encore des sortilèges, ça a été écrit par Marianne Green, en fait. Marianne Green. Marianne Verte. Voilà. Puis, celle que C'est sorti en quelle année? Ça le dit-tu? Je sais pas, je suis en train de regarder dans ma liste Okay. de livres, mais encore... Puis il y avait une version, un autre livre pareil, mais noir. Oui, ça c'est le premier, je pense, qui était okay. Sortilège. Ah, c'était-tu le premier de Barque? En tout cas, bref. Ça a été publié en 2004. Est-ce que c'est ce livre-là? Oui. Je peux pas croire qu'on a le même premier livre. Mais écoute, c'est le premier livre que je me souviens. Je veux dire, 2004, c'est quand même récent, là, dans mon historique à moi de sorcière, mais parce que moi, avant, je disais Anne Rice. Après, tu sais, avec le vampire, la chronique des vampires. Fait que c'était pas tout à fait ça. Mais oui, je te dirais que le premier, ouais. Puis, le manuel de la sorcière, c'est Céline... Je vais recommencer ma phrase. Céline Silverwind. OK. Donc, le manuel de la sorcière. Ah oui, ça, oui. On a vendu des tonnes et des tonnes de ce livre-là. Oui, effectivement. C'est un bon livre qui excellent, ouais. Qui donne vraiment les correspondances, les bases vraiment à voir, puis même le rituel d'ouverture de cercle, puis quelques petits rituels intéressants. Mais ça qui est intéressant justement de ce livre-là, c'est qu'il va pas dans la dentelle. C'est comme voici la base, vraiment comment on met une base. Voici les 2x4, les clous, puis les mesures. That's it, là. Mais c'est ça. Le marteau, voilà. T'as pas besoin d'avoir les chimes pis ces affaires. Non, c'est pas tout de suite. Commence avec le matériel, puis après tu iras plus loin. Ouais. Fait que oui, effectivement, c'est un excellent livre. Voilà. Après ça, c'est sûr que les livres sur la sorcellerie et la magie, il y en a vraiment beaucoup. Donc, certains livres sont d'excellentes ressources, d'excellents ouvrages, d'autres un peu moins. Faut vraiment savoir naviguer dans tout ça.
On a des petites listes d'auteurs qui sont le fun, que sont il y en a qui sont intemporels, puis Ouais. d'autres plus modernes, mais qui restent d'excellentes références, qui ont fait leur devoir, mettons. Oui, puis là, ceci dit, on fait attention. Les noms d'auteurs qu'on va vous donner, ou du moins les suggestions qu'on fait dans le podcast, à travers le podcast et maintenant, à ce moment-ci dans le podcast, c'est très personnel. Oui. Et aussi d'une façon très informative. Mm-hmm. C'est un anglicisme, en tout cas. Bref, c'est pour vous informer de ce qui existe. Puis moi, personnellement, quand on a préparé le podcast, je me suis surtout basée sur les livres pour des gens qui commencent en magie, Mm-hmm. qui ont besoin des références qui sont simples, efficaces Mm-hmm. et qui se plaisent à l'œil. Ouais. Honnêtement, là, ceux que j'ai retenus, ils ont à peu près tout ça à différents niveaux. Okay. Voilà, c'est mon fin de attention. Mais je vais continuer avec ton attention. Je vais parler tout de suite de comment bien choisir le livre. Oui, puis comment bien lire un livre en magie sorcellerie. Oui. Des points qui vont vous donner peut-être des pistes de réflexion puis de questionnement sur est-ce que c'est un bon livre à lire ou pas. Oui. Parce qu'on va vous garrocher une liste d'auteurs qui pour certains fonctionnent, pour d'autres personnes fonctionnent peut-être moins bien, selon soit leur tradition, soit leur valeur, soit leur façon de penser. Puis encore une fois, il faut souvent séparer l'artiste et l'œuvre. Ouais. Mais en même temps, c'est leurs enseignements qui mettent dans leurs livres. Donc, il faut bien faire bien faire leur... Bien faire nos recherches. Tout à fait. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Donc, la première chose à regarder, ce serait de regarder c'est quand ça a été publié. Mm-hmm. Ouais. Si ça a été publié en 1815, ça se peut qu'il y ait des éléments peut-être un peu surannés, ouais. Un petit peu moins actuels. Peut-être que les croyances ont évolué depuis. Oui. Fait que surveiller quand ça a été publié. Il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, trouvent que Scott Cunningham, c'est suranné, mais il est décédé dans les débuts 90. Fait que il s'est pas renouvelé depuis. Il n'y a pas comme fait des nouvelles éditions pour dire ça, aujourd'hui, ça marche moins bien. Fait que, encore une fois, gardez un œil critique. Aussi, tu sais, comme par exemple, un livre qui se promène beaucoup au niveau anglophone, mais Janet et Stuart Farrar, Oui. qui ont fait The Witch's Bible, Yes. qui, c'est la Bible des sorcières. Moi, personnellement, ce livre-là, je l'ai trouvé hyper intéressant, mais pas nécessairement d'actualité. Non, c'est ça, c'est des bonnes références à avoir, à intégrer dans une pratique aujourd'hui, mettons, dans un milieu plus urbain ou des choses comme ça, moins intéressant. Dans une époque où tout fonctionnait peut-être par coven ou de groupes de pratique, moins en solitaire, il manque cet aspect-là l'aspect solitaire que Scott Cunningham a amené un peu plus tard. Mais tu sais, tous les écrits aussi de Gardner, c'est ça, c'est dans leur temps. Deuxième point à surveiller sur les livres, c'est peut-être lire les critiques. Ouais. Mettons, vous êtes sur Amazon, vous lisez les critiques, évidemment les commentaires. Si par exemple 52 sur 53 personnes disent que c'est un livre de marde, peut-être que c'est peut-être pas le meilleur livre. Exactement. Si souvent ils vont dire pourquoi c'est de la merde, fait que des fois on peut juger. Si c'est ambivalent, ben achetez-le, faites-vous votre idée. Puis si par exemple 70% disent que c'est vraiment un bon livre, puis les autres vous voyez, puis c'est juste des trolls qui fait genre ouais mais je l'ai acheté puis j'ai reçu le coin écorché, c'est pas un point. Ça aide pas à te faire une idée sur le livre. Je fais juste une mini parenthèse sur ce que tu disais, parce que I'm the queen des parenthèses, encore une fois, sur le fait que certains livres peuvent être surannés et regarder aussi la date de publication. Il y a un livre que je trouve hyper intéressant, puis tu me diras ton opinion là-dessus. C'est le livre Drawing Down the Moon de... Voyons, j'ai un blanc.
son nom de famille, c'est Star quelque chose, je pense. En tout cas, bref, Drawing Down the Moon, qui a été écrit il y a quand même assez longtemps, mais qui demeure très intéressant au niveau de toute cette énergie-là du rituel de Drawing Down the Moon. Puis fait que oui, des fois, il y a des livres qui peuvent avoir été publiés il y a de cela longtemps, mais qui sont quand même encore de nos jours. Fait que, tu sais, comme tu dis, il y a plusieurs choses à observer avant de choisir un livre. Bien sûr, de vérifier que le sujet est bien traité, puis c'est ce que vous cherchez, là. Drawing Down the Moon, c'est Marco Adler. Ah, d'accord, je me suis trompée de... C'est très logique. Donc, oui, en fait, ça figure souvent dans les Best Book for Witches, puis les meilleurs livres pour la magie, la sorcellerie. Ouais. Un très bon livre, effectivement. Troisième point, qui est, je pense, un des points à regarder le plus, c'est de faire des recherches sur l'auteur en tant que tel. Exact. Son background, c'est quoi sa tradition. C'est sûr que si sa tradition, c'est, mettons, il travaille beaucoup dans le traditional witchcraft ou British traditional witchcraft en Angleterre, puis qui écrit sur le voodoo. Oups. Puis qu'il a jamais été ou il a jamais pratiqué. En même temps, là, on peut se poser des questions, mais en même temps, on sait pas. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'appropriation culturelle. Ouais. Et que l'éclectisme, c'est beaucoup d'appropriation culturelle. Quand on dit, mettons, je suis un praticien éclectique, ben, c'est que tu touches en surface toute puis que tu fais pas grand-chose. Ce qui est pas vrai, mais bon. Ce qui est pas vrai, exactement. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qu'on va en parler un petit peu plus loin, Jason Miller, qui dit, tu sais, quand t'as grandi dans le même quartier que un moine bouddhiste, un rosicrucien, un rabbin, un prêtre catholique, puis ça, c'est dans le même quartier, puis j'ai même pas 20 ans encore, puis tu as eu des enseignements de toutes ces personnes-là, c'est que c'est accessible. C'est ça. Puis intégrer chaque partie de ces enseignements-là dans ta pratique, c'est rendre honneur à ces traditions-là. Exact. C'est ça pour moi l'éclectisme. C'est pas je pratique tout parce que ça me tente puis que je fais pas mes recherches. Ouais. Puis que j'utilise une tradition dans un rituel d'un autre. C'est savoir utiliser cette sagesse-là pour améliorer ces rituels. Pourquoi pas utiliser des affaires qui fonctionnent? Exactement. Ça a peine l'air de fonctionner pour le rabbin, ça a peine l'air de fonctionner pour le chaman autochtone. Exactement. Puis on s'entend que la spiritualité, c'est pas quelque chose qui est rigide. Non. Puis c'est pas quelque chose qu'il faut absolument mettre dans une boîte. Fait que je vois pas pourquoi. Personnellement, j'ai un petit peu de difficulté avec l'appropriation culturelle, dans le sens que de me faire taper sur les doigts parce que je brûle la sauge. C'est qu'aujourd'hui, on voit, on s'enfarge d'un fleur du tapis. Ouais. Et désolé l'expression, mais on encule des mouches. Ouais. Vraiment beaucoup fort. Ouais. C'est que, ils disent, mais, tu t'appropries la culture qui est pas la tienne. Penses-tu qu'il y aurait autant de livres sur le sujet s'ils voulaient pas qu'on connaisse leur culture? Mais oui, c'est ça. Mettons, les communautés celtiques ou voodoo, il y aurait pas autant de livres publiés sur le sujet par cette communauté-là s'ils voulaient garder ça secret. C'est ça. Il y a des affaires d'initiation que je comprends qu'on retrouve pas dans ces livres-là. Mais tu sais, je prends vraiment une métaphore qui est bâtard, là, et boiteuse, mais je vais-tu m'empêcher de manger du sushi ou de boire du thé vert parce que je suis pas asiatique? Ben, c'est ça. Je veux dire, pour moi, ça revient à une question de respect. Si j'utilise la sauge avec respect, je la prends qui a été sourcée éthiquement, là, on s'entend, puis je l'utilise avec respect, puis que je fais ma fumigation parce que pour moi, énergétiquement, c'est ça qui est bon, c'est ça que j'ai besoin. Je vois pas pourquoi je le ferais pas, puis que je devrais être châtiée parce que c'est de l'appropriation culturelle. Non. C'est ça. Pourquoi on s'empêcherait d'utiliser des outils qui fonctionnent?
Exactement. Puis de toute façon, tu sais pas dans mes ancêtres, c'était quoi? Ben, Je veux dire, dans mon ADN, là, je l'ai, cette fibre-là. On l'a toute. C'est là. ça, c'est on est tellement prompt à juger les personnes présentement comme d'appropriation culturelle qu'on fait pas les recherches sur la personne. Tu sais, par exemple, moi, je suis une personne blanche. On le voit. Moi, sur la plage, je reflète le soleil. Et faut porter des lunettes de soleil pour me voir. Mais qui dit que j'ai pas été adopté par des parents haïtiens. Exactement. On ne sait pas ça, on sait pas le background de la personne. Puis pointer du doigt, déjà pointer du doigt, il y en a 3 qui pointent toi. Exact. Fait que se regarder avant de juger les autres. Donc ouais, c'est ça. C'est arrêter de juger, laissez-moi le monde vivre, puis je pense que on va arriver peut-être à un consensus. Oui, ça revient à une question de respect tout le temps. C'est ça, c'est comme l'étude qu'ils ont faite, mini parenthèse, c'est quelqu'un qui portait un sombrero puis un poncho puis qui était dans un campus université qui demandait aux étudiants est-ce que mon habit te choque? Puis les gens ils fait t'es-tu mexicain? Puis il fait non. Puis il dit oui, ça me choque, c'est de l'appropriation culturelle, ça me choque énormément. T'as pas à faire ça. Puis à tous les étudiants. Puis après il est allé dans le quartier mexicain, rencontrer des Mexicains. Puis il demandait est-ce que mon costume te choque, puis tout le monde en fait non, c'est le fun, c'est drôle, c'est le fun, puis tout ça, puis personne n'a été choqué. C'est vraiment une mentalité de scholar, de personnes qui pètent plus haut que le trou puis qui ont fait des mouches, si on peut dire. Là. Oui. Mais en fait, tu sais, je mettrais pas tout le monde dans le même bateau, les gens qui crient à l'appropriation culturelle, mais je re-questionne leur raison de crier à l'appropriation culturelle. Et ça vient d'où? Tu t'ennuies-tu tellement dans ta vie qu'il faut que tu persécutes quelqu'un d'autre parce que cette personne-là a choisi, encore une fois, avec respect. Si tu le fais par moquerie, je veux dire, les trucs de le blackface, c'est non, là. No freaking way, là. Tu fais pas ça, là. Mais, en même temps. Tu sais, dans une pratique magique, je pense qu'on est assez connaissant de les énergies et tout ça. Puis je pense pas que, par exemple, Jésus s'offusque parce que tu l'utilises pour comme... Exact. Ben, pas utiliser, mais que tu l'invoques pour telle raison. Exact. Tu sais, je pense pas qu'il y ait une religion attitrée tant que ça, là. Non, puis là, on rentrera pas dans le sujet des 144 000 qui vont être sauvés à la fin des temps, etc., là, parce que ça, c'est du bassement humain, là, à mon avis, là. C'est l'être humain qui a fait de la spiritualité quelque chose de rigide et d'exclusif et d'élitiste et de le mettre dans un carcan. Ben, c'est ça, tu sais, je pense, c'est ça. Long débat. Ça serait un podcast ça va être à lui-même. Les religions intéressant, par et exemple. la magie, là. Ça va être touché, mais ça va être intéressant. Oui, on va essayer de pas marcher sur des œufs puis dire les affaires comme que nous on pense. Exact. Bref, revenons à notre sujet. Donc, faire les recherches sur l'auteur, donc voir son background, ses traditions, ses valeurs. Encore une fois, des fois, même dans les écrits, on voit que certains auteurs ont des partis pris. Oui, comme il y a des auteurs que peuvent être des gourous abusifs, là, genre ma religion c'est la meilleure, les autres c'est de la grosse merde. C'est malheureux parce que j'ai vu ça, puis encore une fois, je mets pas tout le monde dans le même bateau, mais dans la tradition norse, il y a beaucoup de ça. Il y a comme pas une lutte interne, mais il y a comme une espèce de beaucoup d'élitisme. D'élitisme au niveau du odinisme ou du Asatru. Puis il y a un auteur, entre autres, Edward Thornton, qui a été beaucoup jugé par rapport à ça, ou du moins pointé du doigt, ou parce que effectivement il y a une part élitiste, puis d'après les odinistes, tu peux pas être Asatru et odiniste, et vice versa. Fait que j'adore la tradition norse, mais je suis Switzerland, moi, dans ça. Je suis comme ni d'un côté ni de l'autre. Comme je le disais dans un autre podcast, je suis éclectique, moi, comme sorcière. Fait que pour moi, j'aime pas qu'on mette des limites à la spiritualité.
Parce que si je dois aller dans telle tradition, utiliser telle énergie, tel élément, je veux pas qu'on me retienne. Je veux pas qu'on m'empêche d'y aller si ça m'empêche d'évoluer comme personne puis de devenir la meilleure version de moi-même. Ben, c'est ça. C'est ça, il y a aussi un auteur, son éducation, tu sais, est-ce que c'est, je vais aller là-dedans, est-ce que c'est un journaliste qui écrit ça, qui écrit des livres juste pour se faire de l'argent? Je n'aimerais pas de nom, mais on sait c'est qui. On sait c'est qui. Tu sais, est-ce qu'il y a justement un background en magie ou c'est juste j'écris des livres pour faire de l'argent? Ouais. Ou est-ce que il a commencé là 2 ans puis il a écrit déjà 40 livres sur la magie? Seigneur. Je penserais pas qu'il y ait autant cette ça se peut que ça soit une nuit, il a fait une régression puis il a eu toutes les il écrivait en temps, en tout cas. Il écrivait en temps parce que j'étais en train d'écrire un livre puis ça fait une couple d'années puis j'ai pas fini encore. Puis c'est ça. C'est ton livre à 4 tomes, là, tu sais. Ouais. Donc c'est ça, faites les recherches sur l'auteur. Le 4e point, qui est, je pense, le plus important, c'est de lire avec une ouverture d'esprit, ouais. Mais avec un esprit critique. Ouais. Ce qui veut dire tout re-questionner. Exactement. Pas prendre tout pour acquis puis la vérité absolue. Oui, c'est ça. Pas faire, Scott Cunningham l'a dit. Oui, mais attends, là. Ben, c'est ça. Est-ce que tu l'as essayé? Est-ce que tu l'as expérimenté? Est-ce que ça fonctionne pour toi? Est-ce que ça fonctionne pour tes croyances, ta tradition? Je le dis souvent, quand on arrête de questionner, je pense que ton cerveau est comme mort. Le but de questionner, c'est justement le but d'évoluer. Pourquoi c'est l'enfant qui re-questionne tout, justement? Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je fais une parenthèse, là. Quand tu dis ton cerveau, mort, c'est un gros terme, mais on va l'utiliser. Ton cerveau est atrophié, mettons. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que je compare ça, puis là, je fais une grosse comparaison. Je compare ça aux cultes et gourous abusifs et sectes. Mm-hmm. On s'entend que la majorité du temps, les gens qui sont... Puis on parle de sectes pas bonnes, là, tu sais, des affaires pas le fun, des groupes avec gourous abusifs, puis t'es privé de nourriture, puis de sommeil, puis etc., etc. Là, tu sais, le pire des cas, là, genre lors du temple solaire ou Waco, whatever, là, ces énormités-là, là. C'est que ton cerveau est déprogrammé pour être reprogrammé d'une façon où t'as plus besoin de penser, t'as plus besoin de te poser de questions, tu ne fais qu'obéir. Mm-hmm. Et c'est ça qui est pas le fun quand tu lis un livre, tu peux triper sur l'auteur. Mais ça veut pas dire que l'auteur a la vérité absolue selon toi, ce que tu cherches pour ta spiritualité, encore une fois, pour devenir la meilleure version de toi-même. Mm-hmm. Puis tu le dis très bien, là, re-questionner, c'est pas re-questionner juste pour justement se faire la vraie du diable puis toujours être comme oui, mais moi je trouve que OK, non, arrête là. Qu'est-ce qui résonne pour toi dans ce livre-là? Qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie présentement pour évoluer? Oui, puis tu sais, c'est normal dans un développement spirituel ou même humain, tu sais, l'enfant qui questionne pourquoi le ciel est bleu, pourquoi c'est ça, c'est justement pour se balancer dans le monde dans lequel il vit. Il veut savoir le ciel qui est bleu pour le savoir, puis pour pouvoir répondre aux questions éventuellement, puis aussi pour évoluer dans ce monde-là. Pourquoi on fait ça de telle manière et non d'une autre manière? Mais si on se pose jamais la question pourquoi on fait ça d'une telle manière, on verrait jamais qu'il existe une manière peut-être un peu plus efficace de faire cette chose-là. Ça, c'est pareil en magie. Pourquoi on fait ça de telle manière? Parce que ça a toujours été de même. Déjà, parce que ça a toujours été de même, c'est pas une bonne raison. On pourrait le faire différent, qu'il soit plus efficace et moins énergivore, ou pour conserver plus son énergie, ou c'est ça. Pas parce que ça a été fait depuis des centaines d'années que c'est la bonne manière ou non plus. Là. Exactement. Ouais. C'est la même chose que ouais, mais ma mère a toujours fait ça de même, mais c'est pas parce que ta mère a toujours fait ça de même que c'est la bonne manière non plus. C'est ça. Là. Ma mère met des champignons dans sa sauce à spaghetti. Moi, j'en mets pas. Ben, c'est ça. La sauce est aussi bonne. Ben, c'est ça. Ultimement. Je suis en train de me réconcilier avec le champignon. Longue histoire. Une histoire d'amour. Donc oui, c'est ça. Les 4 points,
je les répète, regardez quand ça a été publié, le livre. Lisez les critiques du livre. Faites des recherches sur l'auteur et re-questionnez ce que vous lisez. Exact. Et quand vous faites des recherches sur l'auteur ou même que vous lisez les critiques, si par exemple, moi j'aime ça, écouter quelqu'un faire une critique du livre, donc sur YouTube ou regardez aussi le background de cette personne-là. Oui, c'est ça, tu sais, si cette personne-là, justement, a lu un livre, puis que ça fait même pas un an. Ou que normalement, elle lit des livres de je sais pas quoi, là, puis que ça n'a pas rapport, puis cette personne est tombée sur un livre de magie. Ouais, je trouvais ça. que l'intrigue était pas... c'était assez pratico-pratique. L'intrigue était pas très là. L'auteur, les personnages, j'ai pas saisi les personnages. Ben, c'est parce que c'est peut-être pas le bon livre que tu lis, ma chère, ou mon cher. Ceci dit, encore une fois, tout le monde a droit à son opinion. Oui, ben c'est ça, exactement. Pour savoir si un livre est bon ou pas, lisez-le, puis forgez votre propre opinion. Puis en le pratiquant aussi, c'est sûr, si tu lis un livre, puis tu le lis, puis tu le remets dans la bibliothèque, surtout un livre de magie, puis tu le pratiques pas, ben là, vous pourrez pas savoir si ce que la personne a dit est vrai ou pas, applicable dans ta vie ou pas. Puis après, vous allez peut-être retransformer cette information-là, puis la redire à d'autres personnes d'une manière qui est pas vérifiable, puis d'une manière que vous n'avez pas expérimenté vous-même. Et peut-être même pas compris de la bonne façon. Ben, c'est ça. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui m'a dit, ah, mais cet auteur-là a fait une faute dans ce qu'il a écrit, puis après, j'ai fait, non, c'est toi qui as fait de la faute, ma chère. Oui. C'est dans ta compréhension de la chose, t'as pas compris de la bonne façon. Oui. Oui, puis je dirais, c'est pas tous les auteurs qui sont des bons auteurs. Non, c'est ça. Des fois, ils s'expriment mal dans leur livre, puis tu fais, de qu'est-ce qu'il veut dire? Mm-hmm. J'espère pas faire ça dans mon livre. Pour ça que tu vas le relire. Je vais le proofreading. Oui, c'est ça, puis il faut que tu le corriges anyway. Ok. Pas de problème. Ceci dit, j'ai pas la science infuse non plus. Si tu veux le faire traduire, ma sœur, elle va être contente. Good. Fait que une petite liste d'auteurs classiques qu'avec ceux-là, ils ont fait leurs preuves. Ouais. Il y a des centaines de millions de praticiens, peut-être j'exagère, ou peut-être pas, qui ont eu leurs enseignements, puis c'est souvent des fondateurs d'ordres initiatiques ou qui ont créé leur propre tradition, si on peut dire, ouais, leur propre tradition. Et là, je commence la liste avec Pappus. Of course. Pappus, on peut pas passer à côté. Qui a aussi... C'est pas le premier livre que je lirais, Pappus. Non, c'est ça. C'est pour les praticiens intermédiaires avancés, c'est parfait. Pour ceux qui commencent, c'est peut-être des gros ouvrages. Ouais. C'est assez. C'est peut-être plus hermétique pour quelqu'un qui commence. Ben, oui puis non. Oui puis non. Il donne plein d'exercices qui sont intéressants. Ça dépend dans quelle direction on veut s'enligner. Si on veut vraiment être plus connecté à la Terre, c'est peut-être moins intéressant. Si on veut aller plus dans l'énergétique, puis aller plus dans les hautes sphères, puis oui, un peu plus hermétique, c'est parfait. Puis on pourrait débuter avec Pappus si on veut s'embarquer sérieusement dans cette voie-là. Il a créé plusieurs ordres, comme l'ordre martinisme traditionnel. Ouais. Qui est sur un peu l'ésotérisme judéo-chrétien. C'est vraiment intéressant. Intéressant, ouais. Un autre auteur, Eliphas Lévy, qui est aussi un autre auteur qu'on ne peut pas passer à côté, qui a fait Dogmes et rituels de haute magie. Ce qui est intéressant des auteurs, justement, que tu parles, c'est qu'ils ont été écrits et ou traduits, là, tous les parlants, en français. Ben, en fait, à la base, c'est en français. C'est ça. Parce que Pappus et Eliphas Lévy sont français. Pappus, de son prénom Gérard Rancos. Qui est un docteur, en fait, docteur Gérard Rancos. Ouais. Et Eliphas Lévy, de son prénom, c'est Alphonse quelque chose. Je m'en rappelle plus. Mais Alphonse quelque chose.
Fait qu'il fasse les vies, dogmes et rituels de haute magie, en anglais c'est Transcendental Magic. Qui est pas la même chose. Non! Mais bon. Quand tu le retraduis en français, tu fais Oui. La magie transcendantale, Oh, c'est pas tout à fait la même vibe. Ça patchouli. sent le patchouli. Ça sonne années 80. Ouais. Fait que, il a aussi écrit Histoire de la magie. Histoire de la magie, Eliphas Lévy. Bon livre aussi. Là, on recule encore un peu plus loin dans l'histoire. Agrippa, Cornelius, c'est son prénom. Agrippa qui a comme mis vraiment beaucoup de l'avant la magie, la sorcellerie, puis toute la magie céleste, la magie terrestre, les trucs comme ça, là. La magie naturelle. Là. Un autre qu'on entend énormément, Bardon. Franz, de son prénom. Franz, c'est ça tantôt que j'avais en tête quand je disais traduit, parce qu'il est pas... Il est initialement français? Non, Franz? il est... Franz, tchèque. Ouais. Ouais. Tchèque. Quelque chose genre, ouais, il est de cette région-là. Qui a écrit le véritable chemin de l'initiation magique. J'ai toujours incapable de dire c'est quoi le vrai nom du livre. C'est long comme titre. Je vais vous trouver ça dans quelques secondes. Ça non plus, Bardon, tu commenceras pas nécessairement avec du Bardon. Non. Le premier livre que je vais vous dire dans quelques petites secondes, c'est un livre vraiment d'introduction, mais qui va vous donner aussi les bases pour bien commencer une bonne pratique sérieuse, si on peut dire. Si vous êtes vraiment sérieux dans votre pratique ou sérieuse dans votre pratique, c'est un bon livre pour avoir des exercices pour comment travailler ses perceptions extrasensorielles, travailler sa terre, son eau, ces trucs comme ça. Et qui est bien écrit. Bardon. Le chemin de la véritable initiation magique. Donc, ça, c'est le titre. Après, il y a aussi écrit La clé de la véritable cabale, la pratique de la magie évocatoire. Ça, c'est pas des livres débutants. Ensuite, il y a aussi Aleister Crowley, qui est aussi un incontournable, qui a beaucoup fait réagir, mais qui disait, on entre dans un nouvel ère, et pourquoi pas tout défaire de l'ancienne ère. Fait que tout ce qui est socialement pas très acceptable, pourquoi pas l'essayer pour justement changer la donne un petit peu pour élever C'était les vraiment confiances. beaucoup ça, son cheval de bataille à Aleister Crowley, c'est de défaire les normes, de refaire ça. Encore une fois, on enlève la rigidité que l'être humain a besoin pour identifier les choses, mais on n'a pas besoin de tout mettre dans une petite boîte puis tout nommer pour que ça ait une vie. Là. C'est ça, c'est quelqu'un qui s'est posé des questions puis qui a fait genre, mais pourquoi ça a toujours été de même? Parce que ça a toujours été de même, mais pourquoi on peut pas faire différemment? Exact. Pour voir où ça nous amène. Ouais. Fait qu'Aleister Crowley, qui a aussi fait partie de plusieurs ordres mystiques et traditionnels, qui en a créé aussi. Fait que, ouais. Des bons ouvrages. Pas pour débutants non plus. Non. Robert Amblin, qui est un auteur un peu plus moderne, mais quand même classique. C'est vrai, j'avais oublié, lui. Qui a écrit beaucoup sur la franc-maçonnerie, sur le rosicrucianisme, sur même sur le druidisme. Il a écrit un peu de tout. Très, 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 très bon auteur que j'aime beaucoup. Madame Blavatsky, de Elena, de son prénom, Blavatsky. Elle est québécoise, c'est sûr. Tout à fait. C'est la théosophie. C'est elle qui a, je sais pas fondé, mais elle a écrit des écrits sur la théosophie, finalement. Puis elle a incorporé aussi beaucoup de traditions ensemble pour créer quelque chose d'intéressant et éclectique. Alan Kardec, qui est le papa du spiritisme. C'est écrit, encore une fois, on le prend dans son époque, c'est une époque très catholique, fait qu'il va avoir des écrits très catholiques,
Ouais. très religieux, Il n'y a mais pas eu un film qui s'appelle Euh, Kardec, il y a eu justement? un film qui était intéressant, justement, sur Kardec. Oui, fait que si on veut, on aime le spiritisme, Hmm. la médiumnité, les livres d'Alan Kardec sont très intéressants. C'est pas mal les auteurs classiques qu'on qu'on suggère quand on veut avoir une pratique solide et sérieuse et évoluer plus loin parce que c'est des auteurs qui font réfléchir puis qui amènent des Ouais. enseignements souvent d'écoles de mystères, Mais c'est d'ordre ça que j'allais religieux dire. secrètement. C'est ce que j'allais dire, c'est que cette liste-là, tu l'as mis dans la catégorie classique. Personnellement, moi, je commencerais vraiment avec aucun Non, de ces auteurs-là. Par contre, si c'est vraiment, si la spiritualité dont on parle, puis la magie dont on parle est quelque chose que vous voulez prendre vraiment au sérieux, après avoir débroussaillé l'autre catégorie qu'on va parler, des auteurs plus modernes ou plus pop 101, si on veut, plus accessibles, je dirais. ben, ce que je dirais, c'est que les auteurs modernes vont souvent prendre Oui, les écrits et les enseignements des auteurs classiques. classique. C'est pour ça que je dis les auteurs classiques, c'est que souvent les auteurs modernes vont Emprunté. ont eu les enseignements des auteurs classiques et les reformulent à leur façon dans leurs ouvrages. Vulgarise, si on veut. Vulgarisent pour que ça soit plus peut-être pas pratico-pratique, plus pratico-pratique mais plus accessible pour le débutant en simplifiant peut-être ou en remodelant peut-être, mais ils ont toutes leurs inspirations généralement des auteurs classiques. Dans les auteurs classiques, par exemple, si on parle de la Wicca, il va y avoir aussi Gardner, il va y avoir Buckland, puis c'est ça là aussi. Ouais. Mais je les ai mis Buckland, je l'ai plus mis dans les auteurs modernes parce qu'ils s'inspirent de ça. Exactement. Donc voilà. Les auteurs modernes. J'en ai quelques-uns, si tu veux que je Ben, parle. Probablement qu'ils sont lâche sur pas ta liste. liste à toi. Ben oui. Je suis allée vraiment dans les auteurs, moi, que je trouve, quand vous débutez, qui sont intéressants, qui sont attrayants, ne serait-ce qu'au niveau du sujet simplifié, vraiment simplifié pour certains. Et aussi, puis, je veux dire, on a fait le podcast sur le Glamour Magic et tout ça. L'œil est très aussi stimulé. C'est pour ça probablement que le livre Sortilège ou encore des sortilèges qu'on a initialement les deux fait je veux voir ce livre-là, c'est qu'il est super bien illustré. Ouais. C'est quand même assez simple. Je dis pas que les rituels sont bons là. Ben, je les ai revérifiés puis ils sont pas si pires. Ils sont pas si pires. Exactement. Sont pas pires. Faut juste garder la loi du libre arbitre là, parce que moi faire un rituel pour attirer telle personne, je suis contre, mais bon, c'est une autre histoire. Mais il n'y a pas ça dedans. Non, c'est ça. C'est ça que je les ai revus, j'étais comme, c'est ça, pour c'est quand quelqu'un même qui veut faire des intéressant. sortilèges puis qui veut faire des rituels déjà faits, quand on débute, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, comme on disait, on ne suggère pas de commencer que votre premier acte magique, c'est de faire un rituel. Non, votre c'est premier ça. acte magique, c'est de vous informer. Ouais. Mais bon. Bref, tout ça pour dire que ma liste, c'est surtout aller sur l'accessibilité, les auteurs qu'on va entendre mille et une fois quand on commence là-dedans. Donc, Scott Cunningham, on l'a dit depuis le début, Scott Cunningham a une tradition très Wiccan. Mais tu sais, il va y avoir des sujets comme les encyclopédies des plantes magiques, les cristaux, le Living Wicca, la Wicca dans la cuisine, la maison magique, les éléments, le pouvoir de la terre et tout ça, le Book of Shadows, les encens, les huiles, etc. Scott Cunningham a écrit énormément de livres. Super intéressant. Encore une fois, re-questionner, se rappeler que, comme tu disais, il est décédé dans les années 90, donc il n'y a rien écrit de nouveau depuis. Par contre, son encyclopédie des plantes magiques demeure une référence pas toi, là, parce que tu as mis l'autre référence sur les plantes magiques, mais le commun immortel. Ben, pour une référence rapide, ça demeure Exact. la référence pour Exact. avoir les plantes, les propriétés, les éléments, les choses comme ça. Et on se trompe pas, là, en allant avec Scott Cunningham là-dedans. Un autre auteur que on a souvent et qu'on a eu la chance de rencontrer,
Oui. Là, ouais. Ben oui. Que j'ai eu la chance de servir en boutique et de rencontrer plusieurs fois en boutique, c'est Christopher Panzak. Oui. Il y a beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui l'aiment moins, il y en a d'autres qui l'aiment beaucoup, il y en a qui sont mitigés, etc. Moi, je fais partie de la section des gens qui l'aiment, parce que je le connais, puis je le trouve sympathique. Ben oui, puis tu sais, on sait c'est quoi aussi l'enseignement qu'il y a eu. Il a été initié par Laurie Cabot, tu sais, Exact. il a grandi dans beaucoup de milieux qui sont respectables, si on peut dire. Oui, puis moi je trouve qu'il y a une tradition très américaine, Oui. English witchcraft, pas English British, mais English américaine, Ouais. ce qui est pas mauvais, là, nécessairement. Mais encore là, un de mes livres préférés de Christopher Panzak, c'est The Witch's Shield, qui est la magie de la protection. J'ai adoré ce livre-là, je l'utilise encore aujourd'hui, puis quand je donne mon cours sur la magie de la protection, c'est le livre que je recommande le plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une version de ce livre-là qui vient, c'est le bouclier. Il a-t-il été traduit? Je pense qu'il a été traduit, oui. mais comme je lis tout en anglais, je peux pas dire. C'est ça. Mais je pense que le CD demeure en anglais, là, parce que il s'est pas tout traduit, il y a personne qui a traduit ça. Mais bref, il y a une version du livre qui vient avec un CD, puis il y a des méditations guidées. Méditations guidées, puis il y a des ouvertures de cercles. Ah, nice. Et des fermetures, là, des banishing, lower, banishing, et il y a aussi toute la série de Inner Temple, Outer Temple, qui est vraiment intéressante parce que c'est écrit selon des comment on dit ça, des cursus de cours? Oui, ben, en fait, je pense il a créé aussi une école, Temple of Witchcraft, ce qui donne justement des cours et ateliers en cursus de cours comme, ces livres-là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi fait des livres très spécifiques, par exemple The Witch's Heart, The Witch's Coin, qui sont des livres sur la magie de l'amour, la magie de l'argent. Il a fait Gay Witchcraft, The Magic of Reiki, Instant Magic, Plant Familiar, Spirit Allies, très intéressant sur Spirit Allies. Fait que tu sais, c'est un auteur hyper prolifique. Qui, moi, personnellement, je trouve qu'il écrit bien, puis il est facile à lire, puis en plus, il est sympathique. Ben, c'est ça. Je le dirais jamais assez, là, il est super sympathique. Une autre auteure que j'aime beaucoup, c'est Erin Murphy Hiscock. Il y en a beaucoup qui trouvent que ses livres sont mais c'est elle qui fait les livres de House Witch, The Green Witch, The Witch's Book of Self-Care, The Kitchen Witch. C'est tous des livres, moi, ceux que j'ai, la couverture rigide. C'est pas tout bon ce qui est écrit dans les livres à mon opinion personnelle, mais ces livres sont beaux, sont faciles à lire, sont bien imagés, puis je trouve qu'ils sont faciles à décortiquer pour garder ce que nous on préfère. Puis il y a beaucoup de ces livres qui ont été traduits en français. Puis une autre auteure qui est aussi visuellement très intéressante, puis contenu aussi. Je dis pas que Erin Murphy Hiscock est pas intéressante, son contenu est très intéressant aussi, mais il y a des choses à prendre puis à laisser. Lindsay Squire, elle a fait quelques livres, dont un qui est Natural Magic, l'autre Earth Magic, Tarot Magic, Astrology Magic. Okay. Puis c'est des livres, moi j'en ai 2 sur le lot parce que j'ai pas encore commencé ma bibliothèque d'astrologie et de tarot au niveau des livres parce que ça c'est une autre section. Mais les 2 que j'ai, ce qui est intéressant, c'est que la couverture, on peut l'enlever. Okay. Il y a comme une couverture de protection. Puis tu le déplies, puis ça peut être soit une planche de divination et c'est visuellement très intéressant, très attirant. Pour des gens qui sont plus stimulés de cette façon-là. Et le contenu est hyper intéressant aussi. Celui-là, je vais te laisser en parler plus. OK. Je pense, il va vous en parler. Deborah Lipp, que j'adore si vous voulez travailler au niveau de la magie élémentale. The Way of Four. The Way of Four, ses livres sont vraiment intéressants. Moi, j'ai pris ces livres de Deborah Lipp, je les ai dévorés. Jumelé avec les livres de Scott Cunningham, qui est Earth Power, puis Earth, Wind, Fire and Air. Ouf, je sais plus le titre exact, mais bref, c'est des éléments. Avec ces quelques livres-là, on a vraiment une bonne base pour la magie élémentale. Une autre auteure qui est controversée, puis personnellement, je suis encore mitigée par rapport à cet auteur-là, c'est DJ Conway.
c'est une auteure, hein, si je me trompe pas, il me semble que oui, j'ai découvert récemment que c'était une femme, j'ai été comme what? Fait que mon cerveau sait pas s'il doit se souvenir que c'est une femme ou un homme. Bref. Tout ça pour dire qu'elle écrit sur plein de sujets. Ouais. Plein de sujets. Je prends son livre sur la magie nordique, qui est quand même intéressant, puis qui est quand même, des fois, tu fais, où c'est qu'elle a pris ça, cette information-là, parce que c'est pas une information de base. Mais en même temps, je me questionne encore à savoir c'est basé sur quoi. Mais c'est ça, je vois souvent beaucoup de personnes qui disent on sait pas vraiment c'est quoi ces sources, puis il y a beaucoup d'erreurs au niveau de ses références, puis au niveau de, Ouais. par exemple, elle a fait un livre sur les dieux déesses, tout ça, puis les correspondances fit pas vraiment avec ça. Fait que, encore une fois, je suis comme mitigé sur elle. C'est ça, c'est une auteure qui est hyper accessible parce que il y en a partout de ses livres, là. Ouais. Moi, je pense que j'en ai trouvé, genre, chez Jean Coutu. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont été traduits. Mais si vous tombez sur ces livres-là, puis vous êtes intéressé, je vous dis pas de pas les acheter, mais s'ils coûtent une fortune, laissez-les Ben, tu sais, là. c'est ça, si vous le trouvez chez Jean Coutu à 5,99, Ou même moins, ou là. même moins, achetez-le, puis Achetez-le. vous voyez par vous-même. Et utilisez les quatre points Voilà. que tu as mentionnés tout à l'heure, mais surtout, utilisez votre gros bon sens puis votre jugement et re-questionnez puis prenez les choses qui vous intéressent. Et n'hésitez pas à poser des questions à des personnes qui sont peut-être plus avancées que vous, là, tu sais. Mhm. Autour de vous, ou même j'arrive pas dans nos commentaires en bas du podcast. Oui, ou en message privé, là, ça va nous faire plaisir de répondre. Exactement. Fait que auteur que vous allez voir, que vous allez croiser dans les différents livres, mais que moi qu'il faut questionner, puis ça veut pas dire que c'est pas intéressant ce qu'elle fait. Non, Elle est très elle montre beaucoup de choses, de possibilités en magie. C'est ça qui est intéressant, elle est comme un puits inépuisable. Qui est pas toujours, l'eau est pas toujours bonne à boire, mais pas toujours clair. voilà, exactement. Mais elle est accessible. C'est Ouais. ça fait que ça serait mes recommandations. Il y en a plein d'autres, là, parce qu'on est chez nous puis on voit déjà que j'ai bien d'autres sujets dans ma bibliothèque partout. Mais je commencerai pas sur les livres sur le féminin sacré ou la lune, parce qu'on en va être encore là dans 3 jours. Là, ouais, mais je pense que ça, on peut se concentrer plus sur les livres qui sont plus accessibles, qui ont fait leurs preuves. Oui, puis ils sont pas nécessairement comme très très spécifiques, ouais, ou qu'il y a plus des auteurs qui ont écrit sur plusieurs sujets, puis des trucs comme ça. C'est vrai que mon geste, c'est pas traduit en mots. Hein. Lui, il a vu ce que je voulais dire, mais pas vous autres. Oui. Et lui, il l'a dit en mots. Tout à fait. Je vais parler de celle-là que tu m'as laissé parler. Oui. Un auteur que j'ai redécouvert récemment. J'avais lu des livres de lui par le passé. Je t'en avais donné un, d'ailleurs, hein? Oui, oui. C'est ça, par le passé, j'avais lu un livre, puis je l'avais trouvé intéressant, puis on dirait que là, je suis comme retombé en amour avec ces livres. Jason Miller. Ouais. Un auteur quand même un peu controversé. Certaines personnes disent qu'il met pas de règles, mais il est plus dans le sorcery. Ouais. Il se considère comme un sorcerer qui fais le don, tu vas voir, puis si ça marche pas, ben ça marche pas, puis si ça marche, ben ça marche, puis c'est ça. Ouais. Il a écrit plusieurs livres comme Real Sorcery, il a écrit un livre sur la protection, un livre sur le sex magic, un livre sur... On en a parlé d'ailleurs au podcast 5. Dans Sex Sorcery and Spirit. Je pense que c'est ça. Ouais. Il a écrit aussi sur Consorting with Spirits, yep. qui est un très bon livre aussi. Donc, je le recommande, puis c'est ça, c'est encore une fois, faites votre opinion avec les exercices, essayez-le. Puis je suis présentement justement en train de lire un de ses livres, puis essayer les exercices, puis ça fonctionne bien. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui, je dis bien pour moi, quelque chose qui résonne, puis que je vais intégrer dans ma pratique, parce que je l'ai essayé, ça fonctionne pour moi, puis tant mieux. Puis je vais faire une parenthèse à vous qui nous écoutez. Si Yannick est extraordinaire là-dessus, parce que quand il lit des livres, contrairement à moi, il va se souvenir des détails puis de plein d'affaires
que tu fais, c'est quoi déjà? Lui, il va se souvenir de la phrase pratiquement comme elle a été écrite, ou à peu près. Mais bref, et c'est une excellente référence, une bibliothèque ambulante, comme vous avez sûrement entendu dans tous les podcasts. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas de lui poser des questions. Je dis pas de pas m'en poser. Aussi. Mais je veux dire, c'est qu'il y a un puits de connaissances inépuisable. Moi, des fois, je fais, attends, je vais te revenir là-dessus. Ça vient me poser la question. J'avoue, oui. Parce que je retiens pas toutes les choses. Il y a des choses qui me marquent puis que je retiens. Il y en a d'autres que je suis comme, ah oui, c'est quoi ça déjà? Puis mon cerveau brise. Fait que, mais ceci dit, n'hésitez pas à poser des questions. Et il donne énormément de cours sur tous ces sujets-là, puis je vous le dis qu'il est bon. Fait que allez le voir si vous avez des questions. Comme il dit, le mieux, c'est de mettre en pratique. Fait que gênez-vous pas de poser des questions puis d'aller le voir et venir me voir aussi, là, mais on a chacun nos sujets. Bon. Voilà. Ben, merci pour les fleurs. Je vais aller les mettre dans l'eau, ça sera pas bien long. C'est pas des fleurs autant que je veux qu'ils sachent qu'ils ont des références, ils peuvent me poser des questions puis qu'on va répondre. Puis là, j'ai l'air de m'abaisser moi-même, là, mais vous pouvez m'en poser des questions. Oui, poser des questions à Kim. Elle est C'est bonne que aussi. j'ai des chemins, j'ai des sections particulières où je suis plus ferrée puis que je me souviens plus des informations. Ben oui. Ben oui, t'es bonne. Compétente. Compétente. Je pense que présentement, il y a un auteur qui est comme l'auteur du moment. Puis en plus, il est cute. C'est Matt Oren qui a écrit The Psychic Witch. Ah oui! Qui est comme l'auteur du moment, puis que ses livres sont, à chaque fois qu'il en sort un, il est comme numéro 1 sur Amazon. Ouais, Matt Oren, avec aussi son husband, son mari, Devin Hunter. Oui. Fait que c'est des bons ouvrages. Il a écrit The Psychic Witch, il a écrit d'autres livres aussi. Ouais. Fait que, très bon livre. Là, on parle encore de Gardner, de Buckland, qui va travailler sur la Wicca. Buckland, qui est encore, des fois aussi, encore aujourd'hui, un peu critiqué sur, justement, la surannée, puis sur est-ce que c'est des éléments véridiques? Est-ce que c'est ça? Au niveau de l'information. Il a écrit un livre, Buckland, en passant, super intéressant sur la magie des chandelles. Oui. Fin de la parenthèse, là, c'est que je pratique la magie des chandelles. Candle Magic, oui. En commençant, j'ai aussi commencé avec Hélène Duncan. Oui. Qui a fait Prosperity Magic, Protection Magic, qui a écrit sur l'herbalisme aussi, des trucs comme ça. Il y a Anne Moura aussi, qu'on entend parler, quand j'ai commencé, j'entendais beaucoup parler. On a parlé de Christopher Penczak. Anne Moura qui a fait toute une belle série sur The Green Witchcraft, vraiment intéressante. Souvent, ils la mettent sur la même liste que Margot Adler qui a fait Drawing Down the Moon. Ok, ouais. Nice. Puis Anne Moura, il y a certains de ses livres qui ont été traduits en français. True. Ouais. Vrai. En français. Il y a un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il va autant au niveau, mettons, la magie celtique que, mettons, la Golden Dawn puis la magie plus hermétique. John Michael Greer. Oui. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment au niveau de la pratique anglophone. Oui. Je l'aime beaucoup. Il y a un de ses livres que j'ai pas mal fait au complet, qui est le Celtic Golden Dawn, qui est genre, on intègre la Golden Dawn, mais d'une manière plus druidique, ou on fait du druidisme en une manière plus hermétique. C'est plus ça. Si on fait du druidisme d'une manière plus hermétique, en incorporant la Golden Dawn là-dedans, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Les rituels, par exemple, comment faire la croix cabalistique, mais d'une manière druidique avec des mots en gaélique ou en welsh, en fait. Ou comment faire du pathworking. En français, ça serait... Je le dis tout le temps en anglais. Pathworking, c'est comme shadow work, qu'on dit souvent plus en anglais. Du pathworking. Du pathworking. Voilà. Je travaille sur le chemin de vie, si on veut. C'est ça, mais avec les éléments, avec des entités celtiques,
mais avec l'arbre de vie, c'est vraiment intéressant. Ouais, vraiment, là, moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup flirté avec la tradition celte druidique, Mhm. mais les fois où j'ai flirté de ce côté-là, j'ai absolument adoré ça. Ouais. Vraiment, là, ça vaut la peine. Fait que John Michael Greer, vraiment très intéressant. Si on veut vraiment aller dans le druidisme, aussi la witchcraft, mais vraiment plus le druidisme, Philippe et Stephanie Cargum. Et Philip and Stephanie Cargum. comment tu l'écris? Leur nom de famille, c'est C-A-R-R, trait d'union C-O-M-M. Ah oui, Eux autres sont le fun. C'est eux qui ont fait mon tarot préféré de tous les temps, oui, The Druidcraft Tarot. yeah. C'est mon tarot préféré. Je l'ai vu, je l'ai ouvert, j'ai fait « Ok, t'es à moi. Tu viens dans ma vie, puis tu y restes, s'il te plaît. » Donc, voilà. Très, 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 très intéressant. Ils ont aussi fait d'autres oracles et livres, là. Good. Sinon, si on veut aller plus dans la haute magie, dans la magie hermétique, un bon auteur, c'est Lon Milo Duquette, qui a écrit sur Crowley, qui a écrit sur la magie enochienne, qui a écrit sur la Golden Dawn, qui a écrit sur plein de sujets très hermétiques et très haute magie cérémonielle. Ouais. Très bon auteur, Lon Milo Duquette, qui est très drôle aussi. Je l'ai pas vu en vrai, mais j'ai écouté ses vidéos puis les lives qu'il fait. Puis c'est ça. Je vais faire une mini parenthèse pour les gens qui font des lives ou tout ça. Pour les gens qui aiment plus la tradition dark, je dirais, et qui seraient intéressés à travailler avec toute l'énergie psychique, qui est vampire psychique et tout ça, mais de la bonne façon. Il y a Michel Bélanger, Michel Bélanger. qui est une excellente auteure. Personne qui écrit des livres. Parce personne qu'elle qui est écrit des livres. non-binaire. Ah oui, oui, je m'excuse, c'est vrai, Je j'avais sais pas, oublié ouais, ça. ben, en fait, auteur, on ne sait pas s'il y a un E ou pas, là, mais ouais. Ouais, c'est ça. Donc, personne qui écrit des livres. Michel Bélanger, excellent. Puis, Yannick, tu m'aideras. J'oublie tout le temps son nom. Christian Day. Christian Day, qui est beaucoup aussi critiqué. Oui, beaucoup critiqué. Tout un personnage en vrai. Ouais. Wow! Michel Bélanger aussi, d'ailleurs. Elle fait beaucoup d'investigations paranormales. C'est une parenthèse que je fais encore, mais oui. Christian Day, en ce qui a trait à travailler avec les ancêtres et beaucoup la nécromancie, intéressant aussi. Oui. Puis c'est sûr qu'il y a aussi les ouvrages de Laura Cabot. Oui. Puis, ouais. Il y a plein d'auteurs. Fait que, ultimement, lisez. Oui. Vous allez faire votre avis. C'est bon. Je pense qu'on fait le tour. Mais moi, j'aurais juste une dernière petite catégorie, si tu me permets. Lâche-toi lousse. Parce que, pour moi, ça fait partie de ma pratique magique. Puis c'est vraiment des auteurs, ou du moins des livres qui sont beaucoup dans la croissance personnelle. Parce que je suis d'avis que un praticien doit avoir un équilibre, ou du moins une santé mentale, donc soit que vous allez voir un thérapeute ou que un psycho ou psychi, psychologue ou psychiatre, aucun problème avec ça. Moi, je trouve que plus tu es en connexion avec ta psyché puis ta santé mentale, qui sont deux choses, mais qui se rejoignent, mieux ta pratique va être, puis ton évolution va être. Mm-hmm. Je fais une parenthèse. Hier, une de mes anciennes boss m'a contacté par Teams en faisant « Hey, t'as changé de département où est-ce que je travaille, blablabla. » Puis, en gros, à la fin de l'appel, elle a fait « Ben, Colin, je vois vraiment une évolution. » Puis je lui ai dit une évolution personnelle. Puis j'ai dit « Ben, tu sais, les dernières années, j'ai énormément eu des choix, puis du nettoyage, puis du ménage, puis de la santé à travailler. » Ne serait-ce qu'au niveau magique, là, je suis pas rentrée dans les détails, mais bref, elle dit ça se voit, tu sais. Puis le genre de livre dont je vais vous parler, c'est le genre de livre qui, pour moi, sont des livres intéressants. Je vais rapidement, une des auteurs sur lequel je tripe, puis elle fait des YouTube, puis elle a une école, si on veut, bon, on prend ou on laisse, là, mais ses livres, puis ses oracles,
à prime abord, on n'aurait jamais pensé que j'aurais aimé ces horaires parce que tu sais, il y a certaines imageries que j'aime pas selon les tarots, les horaires, moi, des images collées, puis quand c'est trop réel, les visages, j'aille ça. Mais bon, pour elle, il y a un de ces horaires sur lequel je trippe et elle est une auteure qui écrit super bien. Et il y a plein de petites tranches de vie dans ce qu'elle écrit que tu fais, oh my God, tu dois arrêter pour relire, arrêter puis relire parce que c'est riche puis c'est wow, en tout cas. Bref, elle s'appelle Rebecca Campbell. Elle est australienne, elle a un petit accent quand elle parle. Et ses livres, entre autres, puis ses livres ont été traduits en français, je pense, et en espagnol. Pour nos hispanophones qui nous écoutent. C'est ça, random. Donc, elle a écrit un, entre autres, qui m'a beaucoup marqué, puis je suis persuadée que ce n'est qu'à la pointe de l'iceberg. Light is the New Black. Excellent. Rise Sister Rise, qui est très, tu sais, moi j'aime ça travailler sur le pouvoir personnel avec ça. Et Letters to a Starseed sont ces 3 livres. Wow. Moi, je suis à ébobie de ce qu'elle a fait. Je sais pas si c'est le bon mot, mais ébobie. Autre auteur, puis là, je prêche pour mes amis. Mais je l'adore et c'est une personne extraordinaire. C'est Martin Bilodeau qui a fait plein de petits livres, mais entre autres, puis en français, gang. Oui. Il a fait un livre qui s'appelle Guide pratique du tantrisme moderne. J'en avais parlé quand on a fait le dernier podcast sur la magie sexuelle. Chronique d'un bouddhiste urbain. Et réveiller votre petit Bouddha intérieur. Oui. Les 2 derniers, surtout le dernier, bref, il y a beaucoup d'exercices puis des méditations au quotidien puis tout ça. Il y a lui-même sa chaîne YouTube, sur Facebook, tous les dimanches matins à 10h, il fait des méditations live. Puis c'est le fun parce que ça dure à peu près 1 heure. Puis il y a toute une première partie où il parle du sujet de la méditation, puis il fait de belles réflexions. C'est le fun de l'écouter, puis il a une belle voix, puis il est beau comme un cœur, puis il dégage un gros soleil. Puis il fait des chroniques aussi avec José Lavicœur, avec Chantal Lacroix, des émissions de radio aussi avec Nathalie Simard, si ma mémoire est bonne. Oui. Puis il commence toujours en disant « Allô mes beaux amours! » J'adore ça au bout. Puis oui, je veux dire, je suis capable d'être objective par rapport à lui. Mais j'ai fait partie de 2 courants avec lui. Fait que tu sais, je le connais sur un autre niveau. Puis j'ai jamais été déçue. Puis c'est un collègue de travail aussi à la boutique, tout ça. Fait que oui, ces 3 livres, ils se détaillent à peu près entre 25 et 30 $ chaque, tout dépendant sur quelle plateforme vous l'achetez. Mais ça vaut la peine. Et rapido, j'ai 3 petits livres ici que j'ai découverts récemment. Une auteure, c'est son premier qu'elle a écrit. Je la suis comme YouTubeuse, TikTok, whatever. Elle s'appelle, vous m'avez entendu dire plusieurs fois, Mia Magic, qui a sorti un livre qui s'appelle Intuition. Il est comme un jeu de mots avec intuition, mais bon. Et c'est vraiment, elle travaille beaucoup sur reprendre sa magie interne, reprendre son pouvoir personnel et devenir la meilleure version de qui on veut être. On parlait tantôt d'appropriation culturelle. J'ai un gros livre que je viens de débuter, qui a été traduit en français. Je m'excuse, j'ai pas le titre en français, le mien est en anglais, mais ça s'appelle Braiding Sweetgrass. L'auteur, c'est Robin Wall Kimmerer. C'est la sagesse indigène, les connaissances scientifiques par rapport à justement le foin d'odeur et tout ça, puis ce que les plantes peuvent nous apprendre, mais avec toute une belle sagesse autour de ça. Fait que c'est un beau livre sur justement, on peut arrêter de s'enfarger avec les fleurs du tapis de l'appropriation culturelle, puis de voir, d'aller à l'essentiel. Ça, puis le dernier, après ça, je vais me taire. Ça s'appelle The Women Who Gathered. C'est un collectif d'histoire, si on veut, qui a été curated. Bref,
Il y a une personne qui s'est chargée de tout mettre ça tout ensemble, c'est Lynette Allen. Mais bref, The Women Who Gathered, c'est des 34 récits de femmes. C'était pas le premier que tu vas les lire, Yannick, ce serait un gathering d'hommes que c'est. Mais bref, pour justement faire des cercles de femmes, ou du moins retrouver son pouvoir personnel, ce livre-là est hyper touchant. C'est justement des femmes qui racontent leur cheminement vers cette meilleure version d'elles-mêmes, les épreuves qu'elles ont traversées, etc. Et tout ça est enrobé avec une pratique que j'adore et que je voudrais mettre plus en avant. Tu sais, j'aurais pas te gosser à dire « Tu veux-tu un chocolat chaud? » Mais bref, c'est la cérémonie du cacao. Donc, ce livre-là, comme cette petite ligne-là, donc, The Women Who Gathered, des sacs de femmes, rituels, cérémonie du cacao, puis médecine personnelle là, de ferme. Fait que c'est des livres au niveau de la croissance personnelle. Il y a plein d'autres que je pourrais vous dire, mais principalement, là, ces auteurs-là, je pense que ça fait le tour pour moi. J'ai eu un petit flash pendant que tu parlais. Oui! Tantôt, j'avais parlé de la maison d'édition Alliance Magique. Oui. Quand tous les auteurs qu'on avait parlé, c'était surtout l'anglophone ou traduit. L'Alliance Magique a aussi des bons auteurs français, dont Arnaud Tully. Oui. C'est un bon auteur que j'ai lu quelques ouvrages de lui qui met beaucoup en pratique puis amène beaucoup d'éléments scientifiques pour pas prouver, mais pour soutenir les pratiques magiques, en fait. Il y en a fait un sur la purification, les méthodes de purification, qui sont très définies, puis tu lis ça, puis tu dis, c'est clair, ça va marcher. Comment qu'il l'explique, c'est irréfutable, on dirait que c'est prouvé scientifiquement. Oui, c'est ça, exactement. Pour les gens qui ont besoin de preuves que ça marche, c'est génial. C'est ça. Fait que ça, il y a aussi La Voix du Mage, il y a plusieurs écrits vraiment très intéressants. Arnaud Tully, je pense que c'est un auteur qui va vraiment avoir plus... il en a fait un aussi sur les vampires énergétiques. Fait que, très bons ouvrages. Il y a tellement de livres qu'on pourrait suggérer, c'est fou, là. Oui, puis éventuellement, j'espère que mes livres vont se ramasser dans cette catégorie-là. On va pas dire éventuellement, j'espère. Un moment donné, dans un futur pas trop loin, tes livres vont se ramasser. Plus proche que loin. Et ils vont être en français et en anglais, parce que tu vas les faire traduire par ma sœur. Ben, c'est ça, et pourquoi pas en espagnol? Pourquoi pas en espagnol? Dans 40 non? Dans 40 autres langues, et partout sur la Terre. Exactement. Voilà, on lance ça dans l'univers. Oui. Donc, je pense que c'est ce qui conclut un petit peu le podcast sur les livres en magie. Il y a tellement d'auteurs, mais je pense que ultimement, faut acheter, faut lire, ou même si vous avez des connaissances, vous pouvez vous les emprunter. Il y a la bibliothèque, vous pouvez emprunter des livres aussi. Faut lire. Puis la lecture, ben, c'est le fun. En plus, ça garde le mental réveillé. Puis ça décolle de l'ordinateur, puis des réseaux sociaux, tout ça. C'est ça. On vous dit pas de décoller du podcast, c'est pas ça qu'on vous dit du tout. C'est ça. Après. Mais tu sais, pour les personnes qui sont plus balado ou plus... il y a des livres audio aussi que vous pouvez, je pense que même comme les Christopher Penczak, les Matt Oren, ils ont la version audio. Bien. Donc, dans l'auto, là, en allant travailler, ben, vous pouvez taper un petit Psychic Witch. Faites pas les exercices pendant que vous... Non, de grâce! Que vous conduisez! Parce que, c'est ça, vous allez voir l'aura de la personne en face arriver rapidement. Donc, voilà. Toujours faire ses recherches. Toujours questionner. Oui, puis gênez-vous pas, encore une fois, je l'ai dit, là, de poser des questions à nous ou aux gens autour de vous qui sont peut-être plus avancés, des suggestions. S'il y a des sujets en particulier, mettons, vous dites, moi, je veux travailler sur la magie des chandelles, par exemple, comme quand je disais, mais gênez-vous pas de demander. Ça va nous faire plaisir de faire des suggestions. Oui, ou on donne des cours, tu sais. Ultimement, les cours qu'on donne, c'est souvent basé sur nos pratiques, mais aussi sur les livres qu'on a lus, puis qu'on a pratiqué, puis qu'on a vérifié. Exact. Donc,
on a fait une synthèse, puis à la place de lire un livre qui peut des fois être ennuyant, ben là, on intègre ça dans un cours où il y a la présence de quelqu'un d'autre qui vous explique, puis vous fait poser les questions. Exact. Puis on intègre aussi beaucoup d'exercices pratiques dans nos cours et ateliers. Ouais. Donc, ça l'aide justement à porter tout de suite l'information à l'action. Exact. Donc, c'est ça, si vous avez encore des sujets qui vous intéressent, ben on donne probablement un cours sur ce sujet-là. Si on n'en donne pas un, ben suggérez-nous-le, puis on va peut-être monter un atelier là-dessus, si on a les capacités et les connaissances pour. Ben oui. Donc, c'est ça, fait qu'on donne des cours. Et dans ces cours, généralement, on fait tout le temps des suggestions de lecture. Tout le temps. Moi, j'ai toujours une portion où je fais voici le sujet du cours et les livres qui pourraient vous intéresser suite à. Ben, c'est ça. Donc, soit pour aller plus loin, ou pour avoir d'autres informations, ou pour juste avoir un rafraîchi de connaissances, on va dire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter soit sur notre page Facebook, soit sur nos propres sites internet. Moi, je vais commencer. www.herbal-emporium.com. Et pour Kim? www.oraclune.com. Donc, oracle, O-R-A-C-L-U-N-E. On met tout ensemble, .com. Les références vont être marquées dans la description aussi. On est aussi disponible sur YouTube. Si vous nous écoutez maintenant sur YouTube, vous pouvez aussi écrire commentaires ou questions aussi. Donc voilà, vous pouvez nous écrire un peu partout. Puis aussi, moi, je fais une invitation, tu en fais une si tu veux. Je vais éventuellement, avec vos suggestions, faire des petites vidéos sur ma chaîne YouTube, Oracle, et TikTok, de mini-tirages d'oracle. C'est pas rien que ça s'appelle Oracle Lune. Mm-hmm. Mini-tirage d'oracle, puis je vais peut-être même insérer une coupe de cartes de tarot. Mais alors, dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée, s'il y en a que ça les intéresse. Et pourquoi pas un tirage 3 cartes, 4 cartes, 12 cartes, dites-moi. Moi, je vise 42. le 3. 42. Moi, je vise le 3 parce que le 3 est très important pour moi. Mais bref, vos suggestions sont les bienvenues. Ouais, gardez l'œil ouvert, ça sent bien. Oui, puis n'oubliez pas d'aimer notre page, Anam Cara, Ouais. et d'aimer nos pages professionnelles, Ouais. Oracle et Herbal Emporium. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez mettre un petit pouce vers les airs. Oui. Vous pouvez aussi commenter, partager aussi. Oui, ça nous aide à nous faire connaître, puis à faire encore plus de vidéos. Ouais. Puis à nous donner plus... je sais pas quoi dire. Plus de visibilité. Plus de visibilité, ouais. Qu'on rebâtisse, ou du moins qu'on étoffe encore plus la communauté. Oui, c'est ça. Donc, plus qu'on est nombreux, puis plus que on peut partager, puis avoir des nouvelles idées. Ouais. Donc, n'hésitez pas à partager nos podcasts et à liker. Et, il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Et à vous abonner aussi, parce que oui. quand on peut en sortir un nouveau, vous allez être notifié. Oui, notifié automatiquement. Donc, merci tout le monde. Merci Kim. Merci Annick. Merci tout le monde. Et on se revoit le mois prochain pour un autre podcast. Oui. Ciao. Bye.